الصرغي نوان تفسو تمزون ذا الذوب ذكيني لا كريم وجهك ولا شون تسون تسلوب نكوني ذمن غرغان هل المثالا نثدو لا بوليس سعز ريان نكي ذك فوسي وزرو لا بوليس سعز ريان نكي ذك فوسي وزرو ربنا زيها فروميت أنا بالويس طبيعتها معنا ما تيش دونك هاد المسيح أشو ديبوي شو ديبوي في سوتي مازال ثمانية الجوانار نتوسنا ce chou d'Igda, mais dans un petit sketch tout ça. Donc, bon, on connaît tous un peu la répercussion politique et sur le droit de l'homme du printemps berbère de 1980. Donc, on sait très bien que c'était vraiment la première fois que les gens s'expriment démocratiquement pour un projet démocratique à pleine indépendance. Donc, tout ça, on sait très bien que la Ligue des droits de l'homme d'Algérie, la pluralité politique, etc., c'était vraiment dans le fruit du printemps berbère, même si ce n'était pas la revendication première pendant les événements. Et on sait aussi que le printemps, donc Tassouti Mazarin, c'était grâce à ce printemps qu'il y a eu le réveil identitaire, les Mazarins, dans toute l'Afrique du Nord. Donc, c'est pas seulement en Kabylie, mais c'était l'occasion, c'est ce qui a donné un peu un mouvement dans les zones de choc qui ont atteint toute l'Afrique du Nord, même au-delà. Donc tout ça c'est bien connu, c'est bien documenté, mais souvent, dont on parle pas souvent, c'est justement la répercussion, en fait, mais le côté scientifique et la valeur scientifique de Suiti Mazarin. Et pour moi, je peux dire juste c'est comme une bataille de Stalingrad, de l'identité amazigh. Parce qu'il faut revenir au contexte, c'est vrai que maintenant on parle tous de Suiti Mazarin, etc. On ne peut pas imaginer c'était quoi la symbolique, mais aussi la bataille qui a été gagnée en 1980. Et que tout ce qu'on a eu après, je pense que c'était vraiment le résultat de cette bataille-là. Comme les nazis allaient gagner la Deuxième Guerre mondiale en Russie en moins, en Afrique du Nord, en 1980, c'était quoi? C'était le triomphe du panarabisme et de l'émergence des intégrismes, l'intégrisme islamiste qui commence à pousser. Et dans ce contexte-là, aussi du nationalisme algérien, simplement, l'Algérie, même à l'échelle mondiale, sur tous les mouvements de gauche, mais au-delà, on voit l'Algérie comme un État émergent, une bonne expérience, que personne ne peut critiquer l'Algérie à l'échelle mondiale. Et d'un coup, une région, un événement, le printemps berbère, qui a remis tout ça en cause. Et depuis, donc il y a beaucoup d'événements qui sont enchaînés, qui sont vraiment le résultat de ces événements-là. Donc, du point de vue identitaire, c'était à l'époque, en 80, c'est le panarabisme. Après, il y a des langues populaires, on peut les appeler comme on veut, mais c'est la langue arabe. Et même des écrivains francophones algériens se mettent à écrire en arabe, tout le monde, c'est bon. C'était une bataille gagnée par le panarabisme. Et là, un mouvement qui a remis tout ça en cause. Et là, je pense que c'est vraiment le point fort de ce mouvement. Après, évidemment, en fait, s'il n'y avait pas eu le printemps berbère de 1980, je pense que c'est le triomphe d'une autre idéologie qu'on va vivre aujourd'hui, mais qui existe encore, sous forme résiduelle. Des gens comme Ahmed Saadi, qui vont écrire des théories que les berbères seraient des arabes primitifs, ils ont une littérature incroyablement féconde jusqu'à maintenant. Moi, j'ai travaillé un peu dans une bibliothèque. Le nombre d'ouvrages qu'on publie jusqu'à maintenant en Tunisie, au Maroc, en Algérie, en Libye, il y a tout un centre de recherche dédié à ça. À démontrer que tout vient de l'arabe. Le berbère vient de l'arabe, tout, ethniquement, linguistiquement, de tout point de vue. Donc on a jusqu'à aujourd'hui des gens qui écrivent encore ce type de bêtises. Ça se vend, on les vend, mais ça vient. En fait, s'il n'y avait pas le printemps de 1980, je pense que c'est des gens comme Ahmed Saadi qui seraient les références. Ou bien, quelqu'un comme Ahmed, comment il s'appelle Ben Ahmed, comment il s'appelle Ben Ahmed, Abdelrahman Ben Ahmed, voilà. D'ailleurs, le couple qui sont souvent originaires au moins de régions berbérophones. Alors lui, bon, c'est Ben Ahmed, donc de Kabylie, et
Ahmed Ben Saad Chaoui, donc en plus, il y a aussi des gens comme de grands intellectuels, comme Moulay Qasem Ben Qasim, qu'on ne doit pas oublier. C'est un grand intellectuel, mais qui défendait l'enseignement, l'obligation qu'on impose à l'arabe à tous les niveaux. Et tout ça, en fait, cette idéologie, ce mouvement-là, la première défaite, c'était 1980. Et là, je pense que le point fort de Tafsir Mazarin, c'était ça. Parce que c'est pour moi, il y a vraiment une valeur scientifique à cette là, c'est une vraie révolution. Hein, même s'il n'y avait pas eu de mort, tant mieux, et heureusement, il y avait beaucoup de blessés, beaucoup de répression. Donc, mais c'est une révolution très saine, basée, parce qu'elle est basée sur une vérité, je peux dire scientifique, mais du moins anthropologique. Donc là, c'est le triomphe de la science de l'anthropologie. Parce qu'à l'époque, c'est même pas la sociologie, parce qu'il y a de grands sociologues mondialement connus, qu'ils soient étrangers, qu'ils soient africains du Nord, qui étaient un peu voilà, dans l'idéologie de l'État de l'époque, l'Algérie, la nation, le peuple algérien, la nation algérienne, la culture algérienne, la langue algérienne. Les anthropologues, c'est parce qu'ils disaient, et surtout que l'anthropologie était considérée comme une langue, comme une discipline interdite complètement en Algérie. C'est seulement récemment qu'on commence à faire l'anthropologie en Algérie, parce que c'est une vraie discipline, c'est une discipline qui décrit le réel, et là, qui peut décrire ce que le discours rapporte, l'inverse du discours officiel. À l'époque, on décrivait que les Algériens ont une seule société, une seule langue, et voilà, homogène de point d'anthropologie. Et là, le printemps berbère, Amazir, dit l'inverse, revendique l'inverse, et surtout, il s'appuie, non comme les charlatans de l'Abdelrahman Ben Na'man ou Saadi. Bon, moi, je suis linguiste, ce serait bien tout ce qu'il raconte en linguistique, c'est du n'importe quoi. Seulement, c'est des charlatans, ni plus ni moins. Par contre, les revendications du avril 80, tout ça, c'est basé sur un savoir anthropologique qui est là, qu'on peut vérifier, des grands scientifiques. Hein, je peux citer quelqu'un comme Mohamed Mamri, c'est connu, mais aussi Gabal Combs, qui est un grand anthropologue, archéologue, qui a fait beaucoup de travaux, qu'on peut voir, c'est la vraie science. Et le printemps berbère, il s'inspirait beaucoup de ça. Je pense que c'est là son point fort. C'est pour ça que ça a duré aussi, et dû à ça, parce que c'est sur des bases, ce ne sont pas des mythes, mais c'est une réalité anthropologique. Et même le terme amazir, que certains maintenant pourront dire c'est un néologisme préfabriqué par la militance, non. C'est une réalité. Le seul terme qu'on a pour désigner Amaziran, qu'on peut vraiment trouver, retracer dès les premières, c'est le terme amazir. Hein, ni kabyle, ni autre chose. Tout ça, c'est quoi la kabylie? C'est le mot kabyle, c'est récent, ça change de sens. Vous allez à Tipaza, on va dire que eux, Tipaza, c'est des kabyles. Nous, les kabyles ne sont pas des kabyles. Pour eux, nous, c'est Zwawa. Eux, c'est le terme kabyle, ça change beaucoup. C'est récent, mais vous avez comme le terme amazir, ensuite Amaziran, c'est pas une fiction. C'est une réalité. Mais il faut lire Gabal Combs, il faut lire les grands anthropologues et les historiens pour savoir d'où vient le mot amazir. Donc, ensuite Amaziran, c'est pas une fiction, mais déjà le terme amazir. Et tout ce que ça induit d'un point de vue anthropologique, je pense que c'est très très puissant. C'est pour ça qu'on parle encore de Tafsir Mazarin, parce que c'est pas basé sur un mensonge, sur l'idéologie, mais sur une vérité anthropologique. Et le lien qu'il y a entre intellectuels, universitaires, avec le peuple, qu'on trouve qu'en Kabylie, je pense que toute l'Afrique du Nord, la seule région où les intellectuels sont vraiment en symbiose avec le peuple, c'est en Kabylie. Ça a créé, en fait, je ne dirais pas une idéologie, mais au moins une mouvance basée sur des vérités scientifiques. Du moins, il n'y a pas beaucoup de blabla dedans. Quand on parle d'Amazir, ça existe une langue, mais quand on parle de la nation arabe, en Algérie, c'est difficile à définir. Donc, il y a ce côté qu'on a souvent oublié, donc ce côté anthropologique, le lien scientifique. D'ailleurs, juste le contexte, c'est facile. Juste quand on raconte le contexte des événements de Tafsir Mazarin de 1980, on comprend. Vous avez un anthropologue qui vient d'écrire un livre sur la poésie populaire. Donc, c'est pas la poésie dite, la poésie qu'il a recueillie auprès des populations. Une vraie poésie, c'est pas une poésie qu'on trouve que dans des livres, racontée populaire, recueillie par un anthropologue, accompagné par un linguiste, Sam Shaker,
qui a été interdite, qui allait donner dans une université, qui a été interdite par l'autorité et qui a été contestée par le peuple. On a vraiment un peuple, des populations, des simples citoyens qui sont connectés à une production d'une culture réelle, vécue, donc la littérature orale. Et ce contexte-là, à lui seul, symbolise tout ce qui fait ce Mazera. Donc c'est un vrai mouvement populaire, mais qui est basé sur un savoir scientifique, vérifiable, empirique. On ne parle pas de quelque chose qui n'existe pas, ce n'est pas d'idéologie, ce n'est pas du blabla, c'est du réel. Vous avez un anthropologue qui recueille une vraie poésie, alors qu'à l'époque, la seule langue officielle, c'est l'arabe littéral. On doit faire toutes les mu'allaqat je ne sais pas, on ne sait pas elles ont existé ou bien elles n'ont pas existé, l'Arabie des premiers siècles, je ne sais pas, des années 600. Donc on a tout un autre savoir. C'est l'inverse de ce qui est dominant à l'époque. Et ça aussi, donc déjà les raisons, elles sont anthropologiques, elles sont elles sont linguistiques, elles sont réelles de ce mouvement. Il y a la symbiose entre universitaire et le peuple. C'est vraiment ce qui est aussi... C'est rare de voir à l'échelle mondiale où une population se révolte parce qu'on interdit une conférence sur la poésie orale. C'est on n'a pas beaucoup d'événements à l'échelle mondiale qui ressemblent à cela. Et ça, c'est ce qui donne toute la particularité et surtout le résultat. Après, qu'est-ce qu'on a après, d'un point de vue encore scientifique, de ce Tafsir Mazera? Déjà, on a la naissance de la littérature. Donc, le point de départ, c'est la littérature ancienne, traditionnelle, la poésie orale kabyle. Et ce que ça a donné, la naissance du roman kabyle. Tous les premiers romans kabyles, donc berbères, ça va de l'époque. Ascoti de Saïd Saadi et Fafa de Alish, donc quelques années après. Donc ça donne déjà la naissance de la littérature moderne kabyle, après Mouahia, etc. Et deuxièmement, même d'un point de vue linguistique, là on a vraiment opéré un changement épistémologique en fait. On était passé du linguistique descriptif. On a les grands linguistes spécialistes du berbère qui décrivaient le berbère. On fait des descriptions de la grammaire, on recueillait un corpus et on fait des théories de linguistique. Mais on ne parlait pas de l'avenir de la langue avant cette date-là. Les premiers articles de la linguistique, qu'on appelle la sociolinguistique appliquée, en fait, où on pense, à partir de la linguistique, comment enseigner la langue, comment la développer, comment moderniser le lexique. Les premiers textes scientifiques, on a commencé à parler de ça, ça date toujours souvent de 1980, après 1980, pas avant. Donc, je peux dire, je retrace un peu ce développement. Je peux dire par exemple le premier article qui parle vraiment de l'avenir du berbère d'un point de vue linguistique, qui comme une réflexion sur linguistique qu'on peut intégrer dans la linguistique appliquée. Ça date de l'été 1980, ici au Maroc. Donc c'est Shafir, Mohamed Shafir, qui écrivait un article pour dire comment unifier le berbère, comment aménager le berbère. Tout ça, c'est des problématiques qu'on ne se posait pas avant. Et après, Salim Chaker, surtout, donc Salim Chaker, qui a aussi un article en 1982, l'autre en 1980, puis 83, 85, qui a pareil, a développé une théorie sur l'aménagement du berbère, qui appelle l'aménagement convergent, etc. Donc déjà, on est passé d'une linguistique descriptive à une linguistique où on commence à penser comment aménager le berbère. Et ça, c'est aussi, je peux dire, grâce à Avril 80, parce qu'on n'est plus des linguistes, qu'on fait juste la description, quelque chose un peu dans les bureaux, mais là, ça devient populaire, et les gens commencent à penser l'avenir de cette langue, donc on doit changer même la théorie avec laquelle on utilise la langue, parce qu'on compte la description et on fait l'application, c'est deux domaines différents, donc ce n'est pas les mêmes outils épistémologiques. Et aussi, ce que ça a donné aussi, c'est l'émergence des premiers corpus de néologie, surtout de terminologie technique. Bon, on sait très bien que Mamri a commencé dans les années 76, ensuite 79, 78 avec l'Amawal et avant c'était la grammaire, le vocabulaire de la grammaire. Donc Mamri, c'est aussi le fondateur de cette discipline. Mais surtout, les premiers corpus plus importants, terminologie technique, ça date pareil, en 82, en 85, etc. Le premier, par exemple, en 82, lexique des mathématiques. On sait très bien que, bon, c'est achat
toute l'équipe, hein, les militants qui étaient dans le mouvement, qui ont commencé à réfléchir comment produire une théologie technique mathématique. Et tout ça, c'est grâce à avril 80 aussi. Donc, il y a un tas d'indications, quand on fouille un peu dans la bibliographie berbère, on voit qu'il y a un changement de production scientifique après 80. On est passé d'une linguistique descriptive, on voyait les berbères comme voilà, des aborigènes, on va décrire comment ils sont, comment ils font le mariage, voilà, comme des cas un peu exotiques, quand même en fait, une autre évolution, un peuple, un vrai peuple, une population vivante, et surtout qu'on doit penser comment ils vont survivre à l'avenir. Donc il y a un changement qui était le résultat de cette peuple imazighen. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on a actuellement comme résultat positif, si Tamazigh, langue officielle en Algérie, c'est grâce à ça. Parce que même il y a beaucoup de régions arabophones qui sont arabisées grâce à ce mouvement, grâce à ce que ça a donné on va dire, ce que ça a contenu comme produit, comme un savoir scientifique. Ça a vulgarisé le fait, les thèses de Kant sur l'origine des Berbères, sur les Berbères, leur histoire et leur connaissance de l'Afrique du Nord très très ancienne. Ça a créé toute une conscience berbère au-delà des régions berbérophones. Ça qui a permis, même si on sait très bien que aussi que l'État il joue et ils font beaucoup de ils utilisent le berbère pour Kabyle et Kabyle par exemple. Mais bon, si le berbère est de langue officielle, c'est grâce à ça, parce que les gens ne refusent pas catégoriquement le berbère, y compris les arabophones. Et tout ça, parce que c'est basé sur un vrai savoir. Il n'y a personne qui va dire maintenant que le berbère vient du Yémen ou je ne sais pas quoi. Parce qu'on a un savoir universitaire qui a été diffusé. Comme on a diffusé toute d'ailleurs, si je n'ai pas tout à l'heure, de la terminologie scientifique, Mamri a créé beaucoup de néologismes, même avant lui, hein, depuis le mouvement national des années 45-46. On a produit des néologismes berbères pour dire Tileli, je ne sais pas, tous ces termes-là. Mais leur diffusion réelle, c'est après Tafsut Imazighen, après 1980. Donc la diffusion de la terminologie, la diffusion du savoir universitaire, la symbiose avec les chercheurs, les anthropologues, tout ça a créé un vrai printemps scientifique. Et ça traverse les esprits et la culture politique des Berbères. Je pense que ça a donné beaucoup de points positifs. Et pour terminer, pour juste finir, je peux dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre de ce versant-là du printemps berbère, parce que quand on se base sur une vérité scientifique, sur quelque chose qu'on peut vérifier empirique, on n'aboutit pas à des mouvements, on va dire fascistes ou mouvements délirants de leur idéologie. On aboutit sur quelque chose de sain et constructif, parce que c'est basé sur du vrai. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de leçons qu'on peut retenir. Déjà, même avant l'indépendance, tous les Kabyles qui n'étaient pas favorables à la langue et la culture berbère, parce que d'une certaine manière, ils étaient aliénés par d'autres traditions culturelles, idéologiques, externes, les uns avec la Révolution française, les autres avec la religion, et puis des Kabyles qui parlent kabyle chez eux, mais qui ne vont pas concevoir, ne vont pas imaginer qu'on peut, que leur langue soit juste une langue normale qu'on peut enseigner à l'école. Tout ça, c'est une aliénation. Tous les Kabyles qui étaient contre le berbère avant l'indépendance et après l'indépendance, et qui comptent jusqu'à maintenant, on a beaucoup d'exemples. Cette aliénation, elle survit là où il n'y a pas ce savoir scientifique qui est basé sur lieu concret, sur la science, etc. Donc ce type de mouvement, comme Tafsut Imazighen, de par ses fondements, on va dire, scientifiques, a donné un bon résultat qu'on voit jusqu'à maintenant et qu'on doit retenir justement la leçon jusqu'à aujourd'hui pour éviter beaucoup de types de mouvements qu'on connaît maintenant, qu'on voit, voilà, qui sont basés sur des, je sais pas, des notions de romantisme, qu'on peut dire romantisme allemand, voilà, sur des idéologies qui sont plutôt des fantasmes parce qu'ils ne sont pas basés sur une vérité comme celle de avril 80. Voilà, et ça me le fait. Merci
merci à vous-même. Nous allons passer à Aftar, qui va nous donner le côté un peu de changement.